effectivement, mais c'est le thème que j'ai choisi aujourd'hui, un peu plus d'aborder la question de l'égarement, donc se perdre dans la forêt. Ceci dit, il s'agit bien sûr de résultats qui sont en lien avec ma thèse de doctorat, donc qui s'intitulait La forêt québécoise en discours dans la première moitié du 20e siècle, représentation politique et littéraire. Et comme le titre de la thèse l'indique, eh bien, la problématique plus générale de recherche était de lier ces deux dimensions, donc le politique et le littéraire, pour saisir davantage, disons, l'espace occupé par la forêt dans la sphère culturelle. Donc, de façon plus pointue, j'ai tenté de croiser les représentations économiques, scientifiques et culturelles, plus particulièrement littéraires. Ceci dit, j'ai quand même touché un peu au cinéma, par exemple, donc juste pour bien placer le cadre de l'étude. Et j'ai également intégré aussi, par exemple, la presse écrite. Donc, j'ai travaillé avec des documents à la fois administratifs et législatifs. J'ai beaucoup étudié les politiques publiques, les œuvres littéraires, mais également les journaux, disons, pour avoir un point de vue plus global. Donc, l'objectif était bien sûr de voir comment ces représentations entraient en action ou s'ils évoluaient dans des sphères parallèles. Eh bien, je dirais que c'est les deux à la fois. Disons qu'il y a une trame politique autonome et une trame littéraire, mais aussi qu'il contribue, disons, à une trame commune qui est cette appropriation, donc, de la forêt dans la première moitié du 20e siècle, autant, disons, de façon pratique, technique, scientifique, mais également culturelle et littéraire. Donc, c'est une période fort mouvementée, n'est-ce pas, marquée par l'industrialisation, donc l'exploitation scientifique et industrielle des forêts, mais aussi par l'essor de nouvelles sciences comme la botanique, la villégiature également. Et donc, on voit se diversifier, se multiplier les modes d'entrée en relation avec la forêt, un foisonnement, finalement, d'expériences forestières. C'est une période aussi pour le Québec de modernisation accélérée, on l'a évoqué un peu plus tôt dans le séminaire, comparativement par exemple à l'Europe, donc où on investit très rapidement les forêts. Donc, afin un peu de vous guider dans cette trajectoire, la première partie de ma présentation va revenir un peu plus sur le cadre de ma recherche. Comme je ne suis pas en études littéraires aussi, c'est important pour moi de poser, disons, le cadre à travers lequel j'ai étudié les œuvres littéraires, même si ça m'oblige un peu à m'écarter de ces œuvres momentanément. Dans un deuxième temps, je reviendrai un peu plus sur ces œuvres, mais aussi parce que j'aborde le terme de l'égarement, bien sûr, de façon assez concrète, parce que se perdre dans la forêt est omniprésent dans les livres, ne serait-ce qu'une fois, dans les œuvres littéraires étudiées. Si on n'y meurt pas carrément, on s'y perd, on s'y égare, ou du moins, on connaît la peur de s'y perdre. Donc, mais cet égarement aussi, vous le verrez, il est aussi culturel et symbolique, parce que s'il a fallu s'approprier la forêt dans les œuvres littéraires, c'est parce qu'il ne s'agissait pas d'un acte si simple et si facile. Donc, c'est aussi cet égarement, si on peut dire, identitaire de la société québécoise, ce référencement collectif à la forêt, donc, qui est aussi un peu métaphorique à travers le thème de l'égarement. Donc, ma recherche a émergé dans le contexte d'un questionnement sur l'utilisation, justement, des référents identitaires et plus particulièrement historiques dans le cadre des discours publics sur la gestion des forêts québécoises depuis le début des années 2000, dans la suite des débats qui ont suivi la parution du film L'Erreur boréale, réalisé par Richard Desjardins et Robert Mondry. Donc, pour en rappeler très rapidement les faits saillants, l'Erreur boréale dénonçait donc les pratiques de surexploitation de l'industrie forestière québécoise et la négligence de l'État, donc, à l'égard de l'aménagement forestier. Mais en y regardant de plus près, l'Erreur boréale, pour moi, propulsait, disons, à l'avant-plan toute la question, justement, des représentations, le pouvoir et la force de l'image. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on a regardé ces photos de forêt, donc l'Erreur boréale mobilisait très fortement l'imaginaire forestier, justement, les grandes étendues de forêt qu'on peut voir grâce à l'aviation notamment.
Mais plus particulièrement, mon attention a été attirée par ces référencements historiques, hein, donc utilisés par autant les écologistes, les défenseurs, disons, de la protection de la forêt, que par le gouvernement. Par exemple, Richard Desjardins introduit son film par des images avec son père dans lesquelles il raconte ses souvenirs au lac Vaudrey et donc où il rappelle aussi ces anciennes forêts qui se régénéraient, que l'on pouvait exploiter plusieurs fois. Et donc, c'en est un. Je citerai aussi, disons, de façon encore plus frappante, les termes du premier ministre Jean Charest en introduction du projet de réforme qui a suivi l'erreur boréale, puisque dans les suites du film, il y a eu une vaste commission d'enquête et une grande réforme. Et en introduction, Jean Charest disait donc « La forêt fait partie de ce que nous sommes. Nos premières entreprises étaient forestières et, de génération en génération, dans presque toutes nos régions, la vie quotidienne a été réglée par la forêt. Le défi que nous avons maintenant est de faire en sorte que cette forêt, si puissamment associée à notre passé, puisse être tout autant associée à notre avenir. Nous sommes un peuple forestier, c'était vrai hier et ce sera toujours vrai demain. » Donc, dans ce débat, hein, où l'économie, où l'écologie, souvent, où les sciences en général sont mobilisées, eh bien, il me semblait que la dimension culturelle était peut-être plus déterminante qu'elle n'en paraissait à première vue. Donc, comme je l'ai dit, ce qui retenait surtout mon attention, c'est cette question du rapport identitaire, d'autant plus que dans la littérature scientifique, durant les 4 dernières décennies, sociologues, historiens, géographes ou littéraires ont plutôt reconnu l'absence, voire le rejet d'une identité forestière. Donc, pour ne nommer que les principaux, Christian Morisonneau, Maurice Lemire, Yvan Lamonde ou Gérard Bouchard, ont questionné la faible présence, finalement, des personnages forestiers dans la littérature. Donc, bien sûr, on a abondamment repris les termes prononcés par Octave Crémazie, et pour ne citer qu'une partie, hein, donc lui qui décriait, disons, le fait que la littérature canadienne-française était arrivée en retard, hein, après justement les Européens ou les Américains qui avaient su écrire la nature sauvage. Il dira donc, si nous parlions Huron ou Iroquois, les travaux de nos écrivains attireraient l'attention du vieux monde. Cette langue mâle et nerveuse, née dans les forêts d'Amérique, aurait cette poésie du cru qui fait les délices de l'étranger. On se pâmerait devant un roman ou un poème traduit de l'Iroquois, tandis que l'on ne prend pas la peine de lire un livre écrit en français par un colon de Québec ou de Montréal. Donc, on a ensuite essentiellement posé la forêt en opposition au monde de la colonisation comme un ailleurs, un lieu de fuite, un lieu de perdition souvent, donc qui a permis de mettre certes en évidence la mobilité de la population canadienne-française, son américanité, mais jamais on ne s'est vraiment attardé à la présence de la forêt, donc dans les œuvres littéraires. C'était donc mon objectif, hein, de situer l'objet forestier, donc au cœur de ma recherche, et de mieux en comprendre les représentations. Et pourquoi les représentations, notamment pour m'écarter un peu des idéologies, angle sous lequel avait été abondamment étudié le rapport entre la colonisation et la forêt. Et donc, je me concentrerai surtout sur les œuvres littéraires, mais avant, je placerai seulement un petit peu le contexte dans lequel prend place cette émergence. Donc, comme je le disais, c'est ce contexte aussi d'émergence donc d'une foresterie scientifique. Encore là, dans la première partie du cours, on a parlé de cette foresterie allemande. Et donc, elle est introduite au Québec au tournant du 20e siècle. Mais les premiers ingénieurs, donc forestiers, qui vont étudier à l'étranger, vont revenir au Québec non seulement avec la volonté donc d'introduire des pratiques scientifiques forestières, mais aussi dans le but d'inculquer une mentalité forestière à la population québécoise qui vivait surtout donc dans une dynamique de défrichement en vue de la colonisation.
Et donc, notamment, je le mentionne, les ingénieurs forestiers vont aussi utiliser l'accord des sensibilités, notamment se référer à des auteurs français, faute d'auteurs canadiens-français, et utiliser, par exemple, les vers d'André Theuriet, qui nous dit « Au plus profond des bois, la patrie a son cœur. Un peuple sans forêt est un peuple qui meurt. » Mais donc, et on la retrouve à plusieurs endroits, cette phrase, mais donc cette nécessité aussi d'interpeller les sensibilités auprès de la population. La fête de l'arbre aussi, par exemple, vont être des occasions de faire valoir, disons, ce discours très patriotique, en fait, sur la forêt et d'inciter les gens à développer un amour de la forêt. Donc, je n'irai pas peut-être toutes les citations, mais celle-ci, on voit jusqu'à la fin de sa carrière, Gustave Clodimir Piché, le chef du service forestier de 1909 à 1937, va vraiment tenter d'inculquer donc cette appropriation physique, disons, du territoire et de la forêt. Donc, il faut se remettre dans le contexte des années 1930, alors que le territoire québécois demeure encore très méconnu. Il n'est pas arpenté dans sa totalité. Et donc, comme Marie-Victorin, le frère Marie-Victorin, va le mentionner en 1935 dans la Flore laurentienne, il va dire donc que notre appréhension du territoire a toujours un caractère artificiel, qu'il est limité à cette enclave, englobant la partie du Québec la plus densément peuplée et la plus accessible, alors que les régions nordiques, mais également l'est de la province, demeurent, et je cite, « difficiles d'accès, sauvages et les plus inaccessibles ». Donc, pour en revenir plus directement à la littérature et aux œuvres littéraires, donc, quelles sont ces œuvres qui nous parlent des espaces forestiers et qui en sont les auteurs? Donc, je présente vraiment de façon très schématique l'ensemble de la méthodologie, mais je me concentrerai donc sur une trentaine d'œuvres littéraires que j'ai sélectionnées en raison, disons, de la présence vraiment significative de la forêt comme cadre de l'action pour sa valeur symbolique. C'est donc un corpus d'œuvres qui repose, disons, sur la présence évidente de la forêt. Et j'ai vraiment abordé la forêt dans son sens très unitaire, donc des représentations collectives à l'échelle du Québec. Ceci dit, les expériences régionales et territoriales, les écosystèmes forestiers sont très diversifiés. Donc, je le mentionne là, juste pour ne pas créer de confusion. Donc, ce qui m'intéressait, c'est la forêt québécoise telle qu'elle est comprise, entendue en termes collectifs. Donc, j'ai surtout travaillé de façon chronologique parce que mon but était de comprendre l'émergence de ces représentations et leur construction en lien notamment avec l'exploration du territoire, la classification et la séparation des terres et l'aménagement rationnel des forêts qui étaient finalement les grands enjeux politiques et géophysiques, là, si on peut dire, de cette période. Donc, mais pour présenter aujourd'hui la trame, je les ai plutôt divisées, disons, par catégorie d'auteurs sur laquelle je vais revenir. Mais je veux tout de même préciser chronologiquement, donc, quelques œuvres qui appartiennent au 19e siècle. Donc, elles sont importantes parce que, même si on en trouve très peu, elles vont poser les bases, disons, des grands thèmes qui vont ensuite se développer dans les années 1930. Donc, bien sûr, pendant que déjà au 19e siècle, je l'ai évoqué plus tôt, la wilderness était une source d'inspiration pour les auteurs romantiques notamment, et aussi une source d'inspiration pour les conservationnistes américains qui créaient les premiers parcs nationaux. Les Canadiens français sont plutôt tournés vers la description du monde rural, donc du monde habité, et cherchent à se distancier du monde sauvage. Quelques auteurs, quand même, se risquent à fournir quelques poèmes qui mettent en scène surtout des personnages forestiers. Donc, on décrit très peu la forêt, mais par l'intermédiaire des coureurs des bois, des bûcherons, des défricheurs, on approche néanmoins l'environnement forestier.
Donc, l'œuvre Forestier voyageur de Joseph Charles Taché est probablement l'œuvre la plus achevée à cet égard. Elle entre cependant en conflit avec la définition du défricheur telle qu'élaborée par Jean Rivard, hein, donc Jean Rivard qui abat la forêt pour faire place à la civilisation. Donc, on voit déjà se poser ce dilemme de la société, donc québécoise, canadienne, française à cette époque, face à l'environnement forestier, entre l'investir par ces personnages traditionnels, hein, puisque la vie économique a été rythmée par la forêt, s'il s'agissait du milieu de vie principal d'une grande partie de la population, ou plutôt de valoriser ce personnage qui vit constamment en lien avec la forêt également, mais plutôt dans le but de l'abattre. Donc, il y a quand même différents imaginaires aussi plus fantastiques par les contes et légendes. Donc, on voit vraiment, à travers très peu d'œuvres, mais se mettre en place les éléments principaux qui vont ensuite alimenter l'imaginaire forestier. Ceci dit, on reste surtout dans une approche folklorique, et c'est important ici de le préciser parce que nous verrons plus tard qu'un des enjeux sera de défolkloriser en quelque sorte ces personnages. Donc, le deuxième élément de nature plus chronologique, c'est en fait la surabondance comparativement sur l'échelle de temps, donc des œuvres dans les années 1930. On assiste vraiment, disons, à une explosion. Et le deuxième élément est le fait que la majorité des œuvres hein, sont associées au courant littéraire dit du terroir, qui a été abondamment étudié, mais un mouvement, disons, littéraire vraiment tourné vers l'agriculture, la valorisation de la terre, un courant littéraire très idéologique aussi, et donc dans lequel finalement on retrouve un certain nombre d'œuvres où la forêt est particulièrement présente, mais sans jamais avoir été mis à l'avant-plan, donc relégué à l'arrière-plan, soumis, disons, à cette idéologie du retour à la terre, du conflit finalement de loyauté entre l'appartenance à la paroisse ou fuir dans la forêt et souvent abandonner la terre paternelle. Donc, pour sortir des sentiers battus, ce que j'ai fait, j'ai emprunté, hein, je dis emprunté parce que n'étant pas littéraire, j'ai toujours un peu la crainte de ne pas maîtriser totalement ces outils. Mais donc, j'ai emprunté donc, à l'histoire littéraire, à la sociologie de la littérature, à l'éco-critique aussi, pour ramener, disons, la forêt à l'avant-plan, mettre l'accent sur le rapport entre l'humain et le non-humain, donc dans l'interprétation des œuvres et surtout faire de la forêt un milieu qui ne sert pas seulement de décor d'arrière-plan et qui peut, disons, recevoir toute l'attention. Donc, en fait, dans cette optique aussi chronologique, hein, où on voit l'essor des œuvres dans les années 30, on a l'impression que les auteurs répondent enfin à cet appel des ingénieurs forestiers, à cette nouvelle mentalité forestière à développer. Une mouvance aussi qui dépasse de loin les ingénieurs forestiers. On peut penser aux frères Marie-Victorin, hein, au tournant des années 1920, qui avaient appelé les auteurs... les écrivains à s'approprier le milieu forestier, donc à apprendre à nommer les éléments du paysage et aussi donc à décrire les environnements qui sont propres au Québec. Donc, c'est un moment aussi, toute la période qui précède les années 30, les années 1920, où se mettent en place, je l'ai évoqué au début aussi, les premières luttes contre la pollution, on crée les premiers refuges de faune, etc. Donc, on est vraiment dans une dynamique où la nature, la protection de la nature, l'intérêt pour la nature occupe de plus en plus de place et, disons, se positionne comme une contrepartie aux liens de subsistance qui unissaient jusque-là généralement la société canadienne-française à la forêt, que ce soit par l'entremise du défrichage ou pour le travail en forêt. Donc, j'ai catégorisé pour la suite les œuvres, surtout entre les auteurs étrangers et les auteurs canadiens-français qui ont abordé la question de la forêt. C'est une façon de le faire, moi je trouve, qui a permis en fait de bien faire ressortir les discours parce qu'on peut les positionner et notamment, on l'a aussi évoqué dans la première partie du cours, hein, toute la question donc de l'altérité.
Donc, je vais commencer par les auteurs étrangers. Je vais m'y attarder un peu moins par la suite, mais ils sont importants. C'est important, je crois, de comprendre ces discours. Puis, graduellement, là, on va évoluer davantage aussi vers cette question-là. Donc, la place qu'occupe la peur de se perdre, le fait de se perdre ou le sentiment d'égarement, donc, dans les forêts. Donc, tout d'abord, quand on regarde pour les auteurs étrangers, on retrouve en fait comme 2 sous-catégories d'œuvres. Donc, on a tout d'abord 2 auteurs européens, disons, parce que le premier est belge, le second écossais, et donc qui vont fournir des œuvres qui... tout d'abord, ces auteurs, c'est ça. Ce qu'ils ont en commun, en fait, c'est qu'ils sont impliqués dans l'exploitation forestière. Ils vont donc produire une littérature qui est très... qui met en scène, finalement, cette approche très cartésienne de la forêt. Hein? Donc, ils ont un discours, voire même un peu paternaliste sur la façon dont qu'ont les Canadiens français de vivre dans la forêt. Ils arrivent donc avec un bagage de connaissances qu'ils tentent, par leur littérature, en quelque sorte, d'inculquer aux Canadiens français. Donc, le roman de Van Brussel, par exemple, romance justement les débuts de l'aménagement scientifique des forêts. Il est, par exemple, un petit fait amusant, il va traduire en latin tous les noms de plantes qu'il inclut dans son livre. Et donc, Angus Graham aussi, qui est un contremaître de la compagnie Abitibi-Price, va accorder énormément d'attention à tous les faits. Donc, c'est bien sûr une littérature à travers laquelle on ne se perd pas dans la forêt, puisqu'on domine la forêt, on la maîtrise, on la contrôle. On en profite aussi, parce que c'est tout l'univers très pragmatique, disons, en fait, d'un romantisme pragmatique, si je pourrais dire, parce que c'est l'univers des sportsmen, de tous ces hommes, surtout des hommes et quelques femmes aussi, qui viennent pratiquer la chasse et la pêche sportive au Québec. Donc, en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est l'existence de cette littérature très rationnelle fait encore plus ressortir, disons, le côté sensible, émotif, sensuel, qui va aussi spirituel, qui va appartenir à cette autre catégorie, finalement, et qui, à défaut de mieux les catégoriser, qui sont des auteurs français. Donc, on retrouve Louis Aymon, Marie Lefranc, Georges Bugnet. Donc, je vais glisser quelques mots sur chacun d'eux. Donc, c'est ça, ces auteurs ont en commun, donc en fait, d'avoir une approche de la forêt très axée sur la découverte, sur l'approche du monde sauvage, avec une très grande sensibilité à l'immensité, une remise en question finalement de la nature humaine, généralement dans l'expérience forestière, donc cette forêt souvent refuge, comme on l'a mentionné aussi tout à l'heure, mais cette forêt aussi qui oblige un questionnement sur soi, un retour sur soi qui est souvent initiatique. Donc, je passe tout de suite à Maria Chapdelaine, donc l'incontournable de Louis Aymon. Donc, bien sûr, Louis Aymon occupe une place symbolique. Il est reconnu par plusieurs comme étant l'instigateur de cette parole sur la forêt dans la littérature. Donc, le premier à avoir décrit donc, ce milieu, souvent, avoir investi, disons, la forêt, donc, d'une parole poétique et symbolique. Donc, la publication en 1916 de Maria Chapdelaine donne le coup d'envoi. Il va aussi mettre en association étroite le milieu forestier et la psychologie des personnages. Donc, il le présente souvent comme la forêt comme un monde austère. C'est bien sûr cette forêt de colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean où il n'y a rien à voir, et je cite, dit-il, que l'éternel vert foncé des sapins, des épinettes et des cyprès, inchangeable, immuable, sombre. Il n'y avait rien à voir ici. La vie des bois était quelque chose de si lent qu'il eût fallu plus qu'une patience humaine pour attendre et noter un changement. Bien sûr, on connaît l'histoire de François Paradis. Donc, même le plus aguerri des coureurs des bois peut se perdre dans la forêt jusqu'à y mourir. Donc, ces descriptions paysagères, monotones, ternes, sombres, s'associent tout naturellement à la mélancolie et au questionnement auquel
va se retrouver la jeune Maria Chapdelaine, donc isolée dans la forêt, devant décider de rester fidèle à la colonisation ou de quitter vers la ville, vers les États-Unis. Donc, Marie Lefranc, elle, se distingue par l'abondance des œuvres. J'en ai seulement 3 ici, mais ses écrits sur le Canada français sont beaucoup plus vastes et par son expérience totale, son immersion totale. Rachel Bouffet se connaît encore mieux que moi. J'ai d'ailleurs utilisé ses propres... elle m'a beaucoup aidée dans ma compréhension donc, de Marie Lefranc. Donc, vraiment, je crois que c'est vraiment l'auteur où la quête initiatique est à l'avant-plan. Et donc, toujours aussi cette altérité et par ce personnage de médiateur qui est le coureur des bois. Donc, l'homme des bois, je préfère dire souvent, donc parce qu'il est parfois métis, il est homme à tout faire, c'est un homme parfait, multifonctionnel, un parfait mélange de nature et de culture, donc, et qui permet cette introduction au monde forestier. Et ce qui, moi, m'a frappé, c'est combien les écrits de Marie Lefranc, au moment de leur parution, vont résonner chez les Canadiens français comme une autorisation à développer un nouveau lien avec la nature. Et pour bien illustrer cette nouvelle, cette reconnaissance donc, des Canadiens français, je citerai Léopold Desrosiers qui signe en 1957 la préface d'une réédition de La rivière solitaire, dans laquelle il dit « Son thème était en bonne partie semblable à celui de Maria Chapdelaine et de divers romans de chez nous. L'homme en face d'une nature qui le repousse de tout l'assortiment de ses duretés secrètes. Il veut l'humaniser. Toutefois, c'est elle qui découvrira les forces ou les faiblesses qui sont en lui. C'est elle qui mettra à l'épreuve son intelligence, sa ténacité, son ingéniosité, son endurance, son courage. Si ces vertus ne sont pas en lui du meilleur aloi, ce sera l'inglorieux insuccès. Dans ce corps à corps brutal et bref, le climat moral de l'époque joue toujours un rôle. » Et donc, Alfred Desrochers, aussi, en 1961, va signer une autre préface, à la réédition de La randonnée passionnée. Et à son tour, il va dire « Marie Lefranc est nôtre d'habitation spirituelle, sinon de domicile légal. Elle fait passer dans ses écrits en rafale directe ou en rappel le souffle de notre unique vent du Nord, ce vent qu'elle a mieux chanté que tout autre. » Ces extraits résument en fait très bien ce rapport, le dialogue en fait qui s'installe entre les auteurs étrangers et les auteurs canadiens-français. Et les écrits de Marie Lefranc vont, comme je le disais, résonner comme un appel à développer, à initier une nouvelle relation dépourvue en fait de ce lien de dépendance et de subsistance. J'évoque finalement Georges Bunyet, qui est moins connu, qui a écrit un très beau livre, La forêt. Et un peu dans la même optique, mais de façon tout à fait particulière, en fait, Georges Bunyet va mettre en scène cette relation difficile à la forêt. Donc, cette forêt aussi qui choisit ses élus d'une certaine façon. On le retrouve aussi un peu dans l'œuvre de Marie Lefranc. Tout le monde n'a pas accès à cette vie dans la forêt. Donc, il faut savoir y vivre, il faut savoir en reconnaître les espaces, les modalités, il faut savoir travailler avec la géographie physique, savoir où s'établir. Donc, il va, lui, en fait aussi, ce qui est particulier de Georges Bunyet, c'est que Canadien-Français, il s'établit en Alberta, lui-même comme colon, et il va être extrêmement impliqué dans toute l'activité littéraire canadienne-française en Alberta. Et son roman va vraiment mettre en scène, disons, le rapport cosmologique de l'homme à la nature. Donc, il va vraiment, à travers finalement le récit d'un jeune couple français qui tente de s'établir et qui vont finalement rencontrer l'échec. Donc, globalement, pour résumer, pour les auteurs français, la découverte de la forêt canadienne s'accompagne de la découverte finalement de l'égarement. Et je crois qu'ici, pour faire une petite référence, encore une fois, à la première partie du cours, cette différence pour les Européens de découvrir cette grande forêt sauvage, puisqu'elle l'était véritablement aussi à cette époque, à bien des endroits encore, comparativement à cette forêt très aménagée de l'Europe. Donc, on s'y perd physiquement, géographiquement, mais aussi c'est la perte des repères de la civilisation. Donc, c'est cet égarement aussi donc, de l'homme, de la femme, face à la supériorité de la nature,
à une nature qu'on ne parvient pas encore à dominer dans bien des cas. Et donc, maintenant, je vais passer aux auteurs canadiens-français. Je vais les relier un peu par la suite, mais je crois que c'est bien aussi de les distinguer. Donc, chez les auteurs canadiens-français, un petit peu de la même façon que chez les auteurs étrangers, on va retrouver un certain nombre d'auteurs, c'est pas la majorité, qui vont tout de même avoir un discours sur la forêt très orienté vers son exploitation, sa domination, et donc qui vont mettre de l'avant des récits qui mettent en scène une avancée territoriale dynamique, cohérente, qui marie l'industrie et la colonisation dans une marche commune vers la modernité qu'appelle la conquête des ressources. En fait, on se questionnait un peu sur des fois cette présence dans la littérature, donc de la forêt comme élément très concret, très pragmatique. Ce sont des œuvres souvent très réalistes, très descriptives, bien que parfois utopiques, puisque Jules Faubert, le roi du papier, on imagine vraiment une émancipation économique des Canadiens français qui ne surviendra jamais, mais on y découvre aussi cette utopie, mais qui sont ancrés réellement dans des enjeux très contemporains, là, donc pour l'époque. L'exploitation des ressources, cette exploitation qui se retrouve aux mains des étrangers et que l'on souhaiterait pouvoir prendre en charge. Donc, l'industrie, dans bien des cas, ici, est un moyen formidable de transformer la forêt. La forêt, désert de civilisation, donc, pour ces auteurs, un désert solitaire et sauvage, pour reprendre les mots d'Errol Bouchette. Donc, lorsqu'elle est laissée à elle-même, on a un objet de développement et de propulser le Québec vers la modernité. Donc, dans ces œuvres, à quelques instants, les auteurs, les personnages et les auteurs, à travers eux, s'arrêtent pour contempler la beauté du paysage, mais c'est souvent aussi à travers cette capacité qu'a l'homme, enfin, de la maîtriser, de la sécuriser, donc de se créer un environnement sécuritaire où, de là, il peut se laisser aller à la contemplation. Donc, je vais poursuivre ici, sans nécessairement les énumérer tous un à la fois, mais davantage pour faire ressortir, disons, cette émergence des œuvres, donc cette sortie de l'égarement identitaire, mais aussi comment, justement, va prendre de l'importance le fait de décrire les difficultés de pénétrer dans la forêt et les différentes souffrances, finalement, qu'elle fait subir. Donc, je souligne Alfred Desrochers, qui, bien sûr, en 1930, donc date charnière, la même année où, d'ailleurs, Marie Lefranc va publier Hélier, fils des bois, ouvre une ère nouvelle. Donc, il va être le premier à poétiser vraiment ce rapport complexe à la nature, à la fois celle qui fut conquise par les ancêtres, mais aussi celle envers laquelle l'homme reste soumis. Donc, fils de bûcheron, il avait lui-même connu, adolescent, la vie dans les chantiers. Et donc, ce poème, j'en cite un extrait. « Je suis un fils déchu de race surhumaine, race de violents, de forts, de hasardeux, et j'ai le mal du pays neuf que je tiens d'eux, quand viennent les jours gris que septembre ramène, tout le passé de ces coureurs des bois, chasseurs, trappeurs, scieurs de long, flotteurs de cage, marchands, aventuriers ou travailleurs à gages, m'ordonnent d'émigrer en haut pour 5 mois. Et je rêve d'aller comme allaient les ancêtres, j'entends pleurer en moi les grands espaces blancs qui parcouraient, nimbés de souffle d'ouragan. » Et donc, avec un autre poème, Hymne au vent du Nord, Desrochers institue vraiment un premier symbole qui va interpeller l'identité canadienne-française. Il donne le premier une âme, une personnalité aux coureurs des bois. Et donc, je parlais de cette émancipation, ce sera aussi en quelque sorte cette sortie du folklore, donc de l'homme des bois. Et on va voir que de plus en plus, les auteurs vont le doter d'une psychologie et aussi donc d'une humanité avec des questionnements philosophiques assez complexes. Donc, la majorité des auteurs, on va le voir, sont marqués par leurs propres expériences de colonisation ou de travail en forêt.
et vont donc livrer le sentiment paradoxal qu'accompagne la découverte du pays neuf et d'être partie prenante finalement de cette exploitation des ressources. La nature, hein, qu'ils aspirent à dominer dans bien des cas, ou du moins par laquelle ils tentent de se faire accepter, est souvent douloureuse entre la tyrannie des moustiques, les longues marches hivernales, les pluies diluviennes ou la brûlure du soleil, quand ce n'est pas celle des incendies en forêt. C'est donc la forêt des chantiers, où l'on trouve bien souvent la mort, qui appelle les hommes loin de leur famille, de leur terre, des chantiers dominés par les capitalistes étrangers, comme on les nomme à l'époque. L'histoire de Menot, maître draveur, écrite par Félix-Antoine Savard, hein, est donc un cri lancé hein, contre cette appropriation donc, des forêts par l'étranger. Je vais maintenant aborder un peu plus cette question de la perte, hein, parce que bien sûr, il va y avoir ces interminables voyages donc, qui amènent les hommes souvent à se perdre dans les forêts. Et si pour Marie Lefranc, en effet, en se perdre, c'est à quelque sorte se retrouver, c'est une épreuve initiatique. Pour bien d'autres, comme je l'ai dit, c'est rencontrer la mort. Donc déjà, Louis Aymon y avait été fort sensible. Et j'ai choisi cet extrait de Félix-Antoine Savard dans L'Abbati, donc où il se rappelle hein, d'être incapable de dormir, donc suite à une journée où on retrouve un jeune homme, en fait le cadavre d'un jeune homme, son squelette au printemps. Et donc, Félix-Antoine Savard, le soir, écrit hein, ce qu'il imagine avoir été les derniers moments. Donc, il dit « Il y avait le vent et la neige qui griffent le front, les yeux, la gorge. C'est une chose terrible et sans issue que la tempête dans ces brûlés de plaine. » Les brûlés, donc, ces grands incendies souvent qui font des déserts pratiquement en plein cœur de la forêt où le vent souffle. Cela tourne et monte. On devient le centre d'une prodigieuse spirale où tourbillonnent tout le ciel, les arbres, le sol et tous les points de repère. C'était le soir, je suppose. Le malheureux était épuisé. J'ai vu qu'il avait coupé quelques branches pour sa litière. Il s'est couché là. Et la neige fondait devant sa bouche, fondait en larmes sous son souffle humain. Le lit semblait extraordinairement doux. Puis, alors que le vent fuyait dans la nuit, que des chemins s'ouvraient parmi l'aube, que se levaient des apaisements, des espoirs et la vie du matin, au moment même qu'il eût voulu pousser son cri d'homme en détresse, le froid d'un coup l'a étranglé, excusez-moi, au cœur. Et donc, il y a toute cette différence, hein, parce que se perdre dans la forêt, c'est parfois y rester. Il n'y a parfois pas cette issue hein, qu'on retrouve chez Marie Lefranc, notamment, qui finit toujours par être sauvée, en fait, par que ce soit Julienne dans Hélier, fils des bois, où on retrouve le même principe un peu dans ses autres romans aussi, où il y a souvent une personne qui va venir retrouver finalement la personne égarée. Mais lorsqu'elle ne tue pas, aussi la forêt peut rendre fou, donc c'est une autre façon hein, de s'y perdre. Donc, on peut y perdre ses repères physiques, on l'a vu un peu avec l'extrait de Félix-Antoine Savard, donc avec la neige, le vent qui souffle, hein, qui ne permet plus de trouver ses repères, de s'orienter. Et donc, cette perte de soi, de ses repères physiques, de sa capacité à s'orienter est très présente dans les œuvres en général de Damas Potvin. Donc, La robe noire est certainement une des œuvres les plus achevées à cet égard, où on retrouve des descriptions vraiment très fortes de ces moments en forêt, donc, qui sont difficiles. J'en cite un, donc, où le père, c'est l'histoire du père Crespiol, hein, qui, au 16e siècle, fait la longue montée du lac Saint-Jean pour aller évangéliser les Amérindiens. Donc, il dit « Alors, les moustiques, l'été, bien sûr, attaquaient avec furie, comme ils savent attaquer dans l'humidité chaude de la forêt vierge, et quand ils sont affamés. Le jour, la nuit, on les écrase par milliers, d'un seul coup sur la figure, sur les mains, partout, où il y a un bout de peau à découvert. Il y avait de grosses mouches noires qui sortaient on ne sait d'où et qui laissaient des traces de sang où elles s'étaient collées. Il y en avait de presque invisibles qui piquaient comme des aiguilles, puis il y avait des maringouins qui faisaient une musique infernale autour des oreilles.
Les épines accrochaient les habits et pénétraient les chairs. Quelques arpents dans ce labyrinthe d'enfer où l'on devait souvent suivre en rampant des trouées tracées par les bêtes. Et il fallait s'arrêter, les pieds foulés par les chutes dans des trous invisibles et sur des pointes de roches, la peau et la figure lacérées par le tranchant des herbes et le fouet des branches, les genoux à vif, les mains sanglantes, les yeux calcinés. Et donc, cette expérience de la forêt est, ma foi, fort différente de l'introduction de Marie Lefranc où Julienne marche sur un chemin où elle sent la mousse douce de la forêt. Donc, c'est pour ça que je trouve très intéressant de mettre ces œuvres en relation. Elles font vraiment ressortir cette différence dans l'appropriation, mais aussi la complémentarité. Mais toute cette souffrance n'est pas inutile. Elle contribue en fait à découvrir, à définir ce vrai Canadien dont, disons, dont la société québécoise, en termes de référents collectifs, manquait. Donc, après avoir rejeté son appartenance profonde au milieu forestier, celui-ci, donc l'homme des bois, va devenir le lieu, disons, la forêt, pardon, à travers l'homme des bois, va devenir le lieu de toutes les identités. Joseph-Charles Taché avait déjà initié une réflexion sur le vrai Canadien, mais Joseph-Charles Taché, pour lui, le vrai Canadien, c'est celui qui respectait sa religion, sa patrie, qui demeurait sobre le plus souvent. Maintenant, le vrai Canadien sera celui qui sait s'orienter en forêt, qui sait reconnaître les plantes avec lesquelles s'alimenter, capable de chasser, bref, de survivre. Donc, dans les œuvres littéraires, on l'a vu, c'est beaucoup à travers l'expérience du corps, donc les sensations, que va se définir, qu'on va aller à la rencontre de cet homme des bois, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre, je reviens un peu à Marie-Victorin, qu'il a fallu apprendre à décrire le paysage, apprendre les essences d'arbres, à les nommer, et aussi donc apprendre à nommer ses sensations physiques. Et donc, l'homme des bois, c'est aussi celui, ce n'est pas qu'un monde de souffrance, donc c'est aussi celui qui est sensible à l'appel du vent du Nord, ce souffle dont parlait Alfred Desrochers, celui que Léopold Desrosiers va nommer ce vent de dispersion si dangereux dans la vallée heureuse. Pour le vrai Canadien, bien souvent métis, je le répète, les mouches, le froid, la chaleur, les longues marches, les cabanes enfumées, tous ces mots qui repoussent finalement la civilisation vont se transformer en un univers sensoriel dont l'emprise sur l'homme est ferme et irrépressible. Donc, je cite un extrait du roman de Léopold Desrosiers, Nord-Sud. Donc, cet appel de Vincent, c'est Vincent, donc excusez-moi, je cherchais son nom, qui est toujours tenté de quitter donc, la paroisse. Il va dire « Cette existence à la mode indienne était aussi tissée de sensations violentes, qui marquaient leur âme, aux hommes des bois, comme les rides marquent une figure. Comment oublier la volupté saisissante des repas après une journée en plein air, quand les mains tremblent en portant les aliments à la bouche? La douceur des huttes chauffées après les heures de froid intense qui donnent à tous les pores de la peau une soif inextinguible de chaleur. Le bien-être des vêtements secs après des randonnées sous la pluie, parmi les arbres ruisselants. La torpeur des lourds sommeils si la fatigue vous contraint à abandonner vos membres de ci, de là, ainsi que des objets inanimés. La griserie des départs dans l'air matinal, la sensualité des longues paresses et des fainéantises après des semaines de travaux. Le tressaillement du corps quand une brise soudaine le frappe dans l'étouffement chaud d'une forêt, la satisfaction animale de la flamme dans la nuit mystérieuse au milieu d'une nature inconnue. Donc, mais cet appel, c'est aussi celui qui risque de perdre l'homme. Donc, cette fois, en l'éloignant de la paroisse, il n'est plus ici question simplement de la soumission à une idéologie qui imposerait le choix de la terre ou de la religion, mais bien parce que l'homme qui est appelé à aller dans les bois se retrouve face à ce questionnement profondément existentiel de vivre pleinement la liberté, l'appel de la liberté, mais aussi cet éloignement finalement de la vie familiale, de la vie amoureuse. Quand je dis donc qu'on va défolkloriser l'homme des bois, c'est vraiment aussi parce qu'à travers cette dualité, on va approfondir cette humanité profonde finalement, ces questionnements existentiels auxquels sont confrontés finalement les Canadiens français dans cette modernité grandissante. Donc, comme je le disais, les expériences sensorielles constituent un moyen privilégié par les auteurs pour se réapproprier et intégrer la forêt, mais aussi on va davantage l'intellectualiser.
Je prendrai ici les propos d'Yvonne Verdier, qui est une ethnologue qui a travaillé notamment sur la forêt. Hein. Et donc, la forêt, elle le dit, a ces vertus singulières, cette particularité de ne céder ses ressources qu'à celui qui sait les trouver. Et c'est donc à travers la description des sensations qu'on parvient à s'approprier la forêt, autant physiquement que symboliquement. C'est aussi un moyen, justement, de se détacher des débats idéologiques, de s'ancrer dans la géographie du territoire et donc dans cette expérience bien propre, bien physique, où le sens de l'observation sera le premier élément, suivi ensuite par la description de toutes ces sensations. Et comme je le dis, tout ça va amener à des questionnements beaucoup plus complexes, et cette fois-ci, on s'en vient vers la fin. Je vais l'illustrer avec, entre autres, un extrait du livre de Damas Potvin, Peter McLeod, hein, qui nous amène vraiment dans la vie de ces lumberjacks du lac Saint-Jean, cette vie rude, hein, ces hommes, ces grands gaillards donc, qui luttent et qui ont cette vie robuste, mais qui, néanmoins, seront appelés à se questionner sur ce rapport au territoire, sur le rapport aux Autochtones, sur tous ces enjeux politiques. Donc, la forêt permet des questionnements, permet aussi donc des questionnements à la fois philosophiques, politiques, spirituels, mais donc justement de s'émanciper des idéologies dominantes. Donc, Peter McLeod, rude, sauvage, tout en fer, cœur et volonté, est-il sensible à la beauté de la terre? Sa poésie lui est-elle inconnue? Malgré lui, va-t-elle percer cette rude écorce pour trouver le chemin de son âme? A-t-il jamais eu un cœur? Accroupi, nouveau sphinx de bronze, les sauvages le regardaient de leurs gros yeux sombres. Une étoile enjamba le gouffre du ciel. Elle sabra l'air d'un coup de pinceau lumineux, décrivit un arc immense et s'abîma derrière la forêt. Peter McLeod tressaillit. En ce moment, il sentit dans ses veines le sang de ceux qui, pendant des siècles, ont contemplé comme lui, ce soir, ces splendeurs du monde et qui, à chaque phénomène, ont attaché une signification. La tradition est en lui. Sa croyance oubliée était naguère naïve, mais absolue. Elle lui revint, un instant, du fond de ses jeunes années. Mais ce n'est pas lui qui s'embarrassera de théories compliquées, demandant à son esprit le pourquoi des choses. Il leva les yeux. Le firmament ressemblait à une voûte radieuse, d'où une pluie d'or descendait, pétales effeuillés par des mains divines. La neige en était jonchée. Donc ici, c'est toute une réflexion aussi qui émerge sur l'exploitation des ressources, sur le refoulement des Amérindiens, sur cette période en fait très difficile au 19e siècle où il y aura des luttes pour la traite des fourrures, où les Indiens vont être affamés. Et donc, Peter McLeod, qui est un personnage qui a réellement existé, ceci dit, qui a représenté les Autochtones. Et donc, on voit l'appropriation par Damas Potvin de ces questions, de ces premières réflexions sur l'exploitation des ressources et sur les enjeux, disons, que pose une relation, cette division, disons, entre l'homme et la nature, cette séparation entre l'homme et la nature. Donc, voilà, donc comme la vie dans les chantiers, l'expérience de colonisation confond les vérités entre le désir de la terre et celui de la forêt. Donc, bien sûr, le regard de Marie Lefranc est davantage celui de l'observatrice, celle qui ne possède pas, elle, cet attachement ancestral à la terre qui lui permet de suivre pas à pas, avec un certain détachement, l'isolement que créent les bois et la neige. Cet attachement qui, paradoxalement, laisse les défricheurs se prendre d'amitié, je cite, pour un pays dont ils ne remarquaient ni la tristesse ni la pauvreté, puisqu'il ne leur venait pas à l'idée qu'il pût être autrement. Ils faisaient de la terre neuve et la terre faisait de l'homme neuf. Elle le relevait tout en forçant à se courber et l'homme et la terre s'étudiaient mutuellement. C'est une citation de La rivière solitaire. Georges Bugnet expose aussi cette altérité qui rend possible le dialogue entre les formes de l'expérience. Louise, qui ne peut se défaire de la peur que lui inspire cet environnement forestier, et surtout, qui ne comprenait guère, je cite, la simplicité de ces âmes qui trouvaient tout naturel de mener si rudes existences. Leurs humbles ambitions lui paraissaient misérables. Donc, cette réalité aussi de la colonisation, Vincent Douer, dans Nord-Sud, toujours de Léopold Desrosiers, refuse de s'y plier.
Il préfère abandonner la douce Joseph, son amoureuse, à son exil dans les Hauts, comme on les nomme à l'époque, ces nouveaux pays de colonisation, et quitter pour sa part vers les mines de la Californie. Donc, après avoir failli perdre les bœufs dans le marais qui sépare les terres de Berthier des cantons de colonisation, Vincent, pourtant un véritable homme des bois, ressent l'étouffement de la montée au bois pour aller s'établir. Donc, mais je cite, il dira « Il regardait cette immense clairière qui traversait la forêt, couverte d'une végétation verte ou plutôt mousse, coupée de grandes mares d'eau brune semblables à du purin. Le brouillard montait lentement, découvrant les premières assises des Laurentides, vieilles comme le monde. Des collines boisées s'enflaient en dômes, venaient rétrécir jusqu'à 10 pieds le chemin étroit, le resserraient contre des précipices. » Donc, puis c'est la forêt dans laquelle on s'enfonce, parsemée de quelques maisons frustres et grossières en bois équarri, d'abattis remplis de souches ou d'abattis, comme je le disais, encore fumants. Donc, ces abattis, c'est ces grandes surfaces après le défrichement que l'on brûlait. Donc, en pénétrer dans la forêt pour s'y établir misérablement n'a rien à voir avec le fait de partir à l'aventure, de courir les bois librement. L'émergence des sensibilités à l'égard de la forêt et des milieux forestiers est donc le résultat d'un processus qui se tisse entre le territoire et l'identité, pendant que le territoire, lui, arpente, organise, cherche à trouver les meilleurs moyens rationnels d'organiser l'espace et de l'exploiter. En parallèle, les auteurs vont tenter aussi de s'approprier cette expérience, de l'humaniser, de la rendre concrète à leur façon. Donc, j'ai tenté à la fois de montrer la trame dans laquelle ma démarche de recherche s'est insérée, donc ce questionnement identitaire sur la forêt, donc la trame historique également dans laquelle s'inscrivent les œuvres littéraires et qui permet finalement à cette identité d'émerger. C'est d'après moi, finalement, ce qui appelle aussi ce type d'écriture, donc ce besoin de raconter le territoire, de s'en imprégner, de s'immerger finalement de cette expérience. En fait, la prise de parole que s'autorisent les auteurs à errer dans le milieu forestier est d'autant plus évidente lorsqu'on les met en relation justement avec ces autres discours sur la forêt, que ce soit ces discours des experts de l'État que je n'ai pas abordés aujourd'hui, ou ces autres œuvres littéraires qui nous fournissent aussi d'autres thématiques forestières. Donc, en fait, ici, la forêt ne se limite plus seulement à un lieu où il faut assurer sa survie. Elle devient un lieu symbolique où on peut finalement, que l'on peut investir de questionnement et rechercher finalement cette part d'identité profonde, comment la société québécoise, la société canadienne-française, donc, a été marquée. Pour conclure, tout simplement, donc, voilà, l'appropriation du milieu, un dialogue entre les auteurs étrangers, donc un nouveau lien avec l'espace forestier, dépourvu des obligations de la subsistance. Ce que je me suis permis de qualifier, mais je le mets avec un point d'interrogation, donc d'émergence d'un romantisme à la québécoise, à travers l'exaltation d'un sentiment national, le retour aux origines, beaucoup de lyrisme, la recherche du sublime, donc dans le contact avec la nature. Et bien sûr, cette métaphore, finalement, de l'identité retrouvée, taillée à même la forêt, donc dans tous ces textes qui, finalement, illustrent l'action de se perdre en forêt, de s'y perdre physiquement, bien souvent. Donc voilà, je vais m'arrêter ici.